Madame la ministre, madame la présidente, mes chers collègues, dans un monde en feu où les grandes puissances se sont affrontées pour le partage des marchés et des ressources, pour la reconquête de colonies, pour la restructuration de leur sphère d'influence, la guerre de 14-18 fut une accumulation d'horreurs pour les soldats comme pour les civils. Durant ce conflit, des soldats français et émigrés furent exécutés dans le cadre de conseils de guerre improvisés pour cause d'indiscipline militaire, refus d'obéissance, abandon de poste, désertion à l'ennemi, tandis que d'autres furent abattus au détour d'une tranchée par un officier, à bout portant, soit pour rébellion, soit, et je tiens à le rappeler avec émotion, pour appartenance connue à des organisations ouvrières militant contre la guerre. La réhabilitation des fusillés, pour l'exemple, nous tient à cœur, et j'en profite pour rendre hommage à notre ancien collègue Guy Fischer, qui avait porté avec brio cette question dans l'hémicycle. Notre groupe avait déposé en 2013 une proposition de loi visant à répondre à la demande juridique et mémorielle au sujet de la réhabilitation. Celle-ci reposait sur une approche globale, car nous considérions qu'il n'était pas possible de faire le tri, plus de 100 ans après, entre les soldats fusillés à tort, victimes de condamnations arbitraires ou abusives, et ceux dont l'exécution aurait été justifiée. Le parti pris du texte qui nous est présenté aujourd'hui est différent. C'est un regret. Il nous semble toutefois essentiel de soutenir le principe qui anime, à savoir la réhabilitation d'hommes exécutés pour indiscipline lors de la Grande Guerre. Conscient également que ce sujet reste encore sensible, nous avons fait le choix, dans un esprit de conciliation positive, de ne pas amender ce texte. Car cette réhabilitation, un siècle plus tard, est toujours sujette à controverse. Déjà parce qu'elle touche à des destins individuels poignants, à l'instar du sous-lieutenant Chapelain fusillé attaché sur son brancard, ou encore celui du soldat Lucien Berceau condamné puis exécuté pour avoir refusé de porter le pantalon taché de sang de son frère d'armes. Je profite de ces exemples pour saluer le travail et l'engagement des associations dans leur combat pour la réhabilitation des fusillés, comme l'Association républicaine des anciens combattants, le Mouvement de la paix, l'Union pacifiste de France ou encore la Libre Pensée. Le sujet divise également les tenants d'une discipline garante de l'intégrité nationale, justifiant une sévérité exemplaire ainsi que l'absence d'une quelconque remise en question de celle-ci, et ceux défendant une lecture humaniste qui considère que ces soldats n'étaient ni des lâches ni des traîtres, mais des hommes qui avaient fait leur devoir, usés par la guerre et la violence physique et psychologique des combats. Des soldats qui étaient allés au bout de ce qu'un homme pouvait endurer, qui ne comprenaient pas ou plus les objectifs et le sens de ces combats et de la mort certaine vers laquelle on les envoyait. Ils ne méritaient certainement pas la mort. L'indignité dont ils sont encore aujourd'hui frappés doit être lavée. En tant que communiste et républicaine, je suis absolument convaincue que l'adoption de ce texte serait un acte de fraternité pour la mémoire de ces hommes qui furent jetés dans l'arène meurtrière des tranchées et qui fut vaincue par l'épuisement. Certains collègues nous ont dit vouloir des réhabilitations individuelles plutôt qu'une réhabilitation collective. Pourtant, les historiens sont unanimes, cela n'est pas possible. Avec près de 20% des dossiers disparus, l'impossibilité d'enquêter l'absence de témoins encore vivants. Accéder à une telle demande reviendrait à repousser toute réhabilitation. D'autres de nos collègues s'inquiètent du caractère déchirant et clivant de la réhabilitation collective au sein de notre pays. Merci. Le groupe CRCE votera pour ce texte. Merci. Merci.